dans des entreprises générales. Je passais de l'autre côté. Je m'appelle Igor Vlog, groupe Préfin, je suis président. Nous faisons de la transformation ligne sur les projets dans l'industrie des projets, donc principalement construction, immobilier et infrastructure. Nous sommes probablement le plus grand opérateur en Europe avec plus de 50 employés et nous avons une vingtaine de projets actifs. Désolé, tu t'appelles Rémi pour aujourd'hui. Moi aussi quitter l'entreprise générale pour venir prêcher la bonne parole. Et voilà. D'ailleurs, la première personne qui m'en a parlé, c'était toi, Fabien. La première formation. Désolé. Bonjour, Bonjour, j'appartiens au groupe Rami. Un data lead manager qui est un peu l'AMO de la direction chantier Bonjour à tous, je suis Lucille Simon et je suis étudiante en dernière année à l'école d'ingénieurs de l'ESTA Paris.
Donc Nicolas Baudard, DG d'IMA. Fabien m'a déjà présenté, donc je ne sais pas si vous voulez savoir quelque chose en plus. Sinon, comme je disais tout à l'heure, autour d'une bière tout à l'heure, volontiers. Jean-Baptiste, si tu veux. Oui, donc Jean-Baptiste Boutillon. Je suis président de Paris Ouest Construction. Paris Ouest Construction est une grosse PME francilienne, constructeur de logements en Île-de-France, une entreprise familiale créée en 1945 par mon grand-père. Et on s'est lancé dans une démarche fin 2007. Voilà. Bonjour, Philippe Banquet, je suis le président d'Acorus. Acorus, c'est une entreprise qui ne fait que de la rénovation, d'ailleurs principalement de l'éco-rénovation. On est 1750 personnes, on fait 300 millions de chiffre d'affaires et on a commencé le Lean en 2013. Mais en fait, on fait plus en effet du management, de l'autonomie et de l'accompagnement que du Lean avec tous ces outils, même si on maîtrise une partie des outils sur nos chantiers. Ben, merci beaucoup. Et je pense que maintenant, c'est l'heure de commencer le workshop réellement, même s'il a déjà commencé, puisqu'on va vous faire travailler. Mais avant de vous faire travailler, c'est le use case. Pardon, c'est l'allée du paradis. Bah, on va demander à Jean-Baptiste de nous expliquer avec ses yeux Lean, c'est quoi le flux. D'accord ? Qu'est-ce qu'on appelle le flux ? Et pas forcément d'y mettre toute la verbatim du tact, du géotemporel, du tact plein. Enfin, voilà, c'est quoi le flux ? J'ai mis exprès une photo de l'aviron. J'ai horreur qu'on dise que Lean, la traduction, c'est maigre. Horreur de ça. C'est négatif. Et par contre, j'avais participé à quelque chose, c'était fitter pour la course. J'avais participé à un programme de Jeffrey Likers, je ne sais pas si vous connaissez Jeffrey Likers, et lui, il dit, cette ligne, la vraie traduction, c'est pas maigre, c'est fitter pour la course. Ça veut dire que si vous avez un 100 mètres à faire, vous n'êtes pas comme ça, quoi. Par contre, si vous avez un marathon, il vaut mieux être comme ça. Donc ça dépend ce que vous avez à faire. Et en plus, nous, on est dans la construction. Et on l'a dit, il y a beaucoup d'acteurs, on est tous là. Et je trouve que l'image de l'aviron, c'est bien. S'il y en a un qui est super fort au milieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Parce qu'aujourd'hui, la performance individuelle dépend de la performance collective sur les chantiers. Donc il faut avoir une performance collective, sinon on n'aura rien. Donc je pense que ça va être tout l'enjeu de nous amener sur découvrir c'est quoi le flux et pas simplement parler d'outils. Après, Nicolas va vous amener au paradis d'un projet de bâtiment où le flux s'impose, et il va vous montrer que c'est génial, on va tout exploser. Et malheureusement, vous verrez, ça ne s'est pas bien passé. Et nous, on va faire l'analyse pré-mortem. On va se poser la question, mais qu'est-ce qui a raté ? Donc c'est pour ça que vous allez avoir des post-it. Donc on va essayer de comprendre tout ce qui se passe mal sur un chantier et qui empêche que le flux puisse réellement avoir lieu. Parce que c'est bien beau, hein, c'est facile hein, de dire je vais faire du flux. Puis, non, il faut on a dit réussir sa mise en flux. Ce n'est pas juste faire du flux, c'est la réussir. Et donc derrière, on introduira un peu, pas forcément des outils, mais encore des grands principes et des actions à mettre en place pour sécuriser son flux. Et puis, on finira par un use case, donc dans la société de Philippe, où, via des vidéos, etc., il vous expliquera ce qui a été fait sur un projet des citadines au Halles, à Paris. Et comme ça, on verra un vrai use case et on finira un peu par une table ronde. Donc, c'est interactif, surtout au moment où on va jouer à imaginer des choses ensemble. Mais vous pouvez aussi poser des questions au fur et à mesure. Alors, pas au moment où les personnes parlent, mais on va... Voilà. La scène est à toi, Jean-Baptiste, maintenant. Merci beaucoup. Il me revient l'honneur et le plaisir, merci, de vous parler de flux
et d'aborder quelques points un tout petit peu théoriques. Alors, théoriques, mais version BTP, c'est-à-dire qu'on va quand même rester très basique et très simple. Maintenant, vous savez sans doute tout ce que je vais vous dire, mais il fallait quand même le poser pour introduire cette session. Alors, pourquoi parler de flux? Dans les principes de base d'une démarche Lean, on vous dit qu'il faut mettre en flux et même il faut tirer le flux. Et qu'est-ce que c'est le flux? Le contraire du flux, c'est le lot. En anglais, c'est batch versus flow. Donc, on va prendre un premier exemple tout bête. Supposons que j'ai 20 courriers à envoyer. Ils ont été imprimés. Soit je signe mes 20 courriers, je les plie, je mets mes 20 courriers sous enveloppe, je colle les enveloppes et je timbre les enveloppes. S'il me faut 10 secondes pour faire chacune de ces opérations élémentaires, vous voyez qu'il me faut 1000 secondes. Il me faut 200 secondes parce qu'il y a 10 enveloppes, parce qu'il y a 20 enveloppes, et il me faut 200 secondes à chaque étape. Alors, il y aurait une autre façon de faire. Fabien, merci. Il y aurait une autre façon de faire. Ce serait de prendre le premier courrier, de le signer, de le plier, de le mettre sous enveloppe, de fermer l'enveloppe et de timbrer l'enveloppe. Je mets 10 secondes à chaque étape. Il me faut 50 secondes pour faire une enveloppe, finir une enveloppe. J'en ai 20 à faire, il me faut 1000 secondes. Donc, j'ai rien gagné. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut travailler en flux plutôt que travailler par lot? Et pourquoi est-ce qu'on veut réduire la taille des lots? Parce que travailler en flux, travailler par lot, on va le voir dans toute la suite de notre présentation. En fait, on ne travaille souvent pas en flux unitaire, en one-piece flow. Par contre, on va chercher à réduire la taille des lots et à se mettre le plus possible en flux et à le plus possible tirer ce flux. Pourquoi le faire? Alors là, on va passer au slide suivant parce que, comme l'explique Taishi Ono dans son livre Beyond Large Scale Production sur le Toyota Production System, il écrit: tout ce que nous faisons, c'est de réduire le temps entre le moment où le client passe commande et le moment où l'argent rentre dans les caisses de l'entreprise. Si on revient un tout petit peu sur nos enveloppes, combien de temps faut-il pour timbrer et être prêt à poster la première enveloppe? Si je prends les 20 enveloppes, merci. Si je prends les 20 lettres, il faut que je signe mes 20 lettres. Il me faut 200 secondes. Il va m'en falloir 200 de plus pour les plier, 200 de plus pour les mettre dans l'enveloppe, 200 de plus pour coller mes enveloppes. Et vous voyez qu'au bout de 810 secondes, j'aurai une enveloppe timbrée prête à être postée. Dans le deuxième cas, au bout de 50 secondes, j'ai une enveloppe timbrée prête à être postée. Donc, la première raison, c'est pour accélérer le rythme et notre capacité à livrer nos clients. Mais ce n'est pas la seule raison. Il y a une deuxième raison, c'est d'éviter les moudas. Alors, les moudas, c'est les gaspillages, vous le savez. Je ne vais pas reprendre la liste de tous les gaspillages parce qu'on est plus ou moins sensible dans le BTP à certains de ces gaspillages. Par contre, imaginons mes enveloppes. J'ai timbré ma première enveloppe, je la porte chez le postier et il me dit: ah mais monsieur, vous ne l'avez pas timbrée assez, elle est trop lourde. Ah, donc il faut que j'aille retimbrer mon enveloppe.
J'en ai une autre qui est dans le circuit, donc je vais sans doute en retimbrer 2. Ou bien alors, j'ai 20 enveloppes à retimbrer. Donc, quand on a un problème de qualité qui est détecté à la fin, plus on est capable de livrer vite, et plus on est capable de traiter ce problème de qualité tôt et de faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. Ce qu'on veut dans le Lean, c'est la démarche de qualité dans le Lean, c'est que le problème ne revienne pas. Ce n'est pas de réparer. Réparer, on sait tous le faire. Hein. Moi, je ne connais pas un chantier qui n'est pas fini à peu près réparé. Par contre, ça coûte les yeux de la tête. Et ça prend un temps fou. Ce qu'on veut, c'est être le plus tôt possible conscient du défaut et intervenir sur la chaîne de production, sur le chantier, pour résoudre le fait générateur, prendre une contre-mesure qui corrige l'origine du problème et pas qui répare le problème. Mais il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, si Fabien vient me voir pendant que je travaille et qu'il arrive avec sa tasse de café et que malencontreusement, il renverse sa tasse de café sur ma pile d'enveloppes, si ça se trouve, je vais devoir refaire mes 20 enveloppes parce qu'elles auront toutes été un petit peu tachées et que ce n'est pas acceptable d'envoyer une enveloppe tachée à un client. Donc je vais peut-être devoir m'arrêter et ressortir les courriers des enveloppes, reprendre 20 enveloppes, remettre les courriers dans les enveloppes, etc. Si je travaille à l'unité, sur une enveloppe à la fois, le café se renversera aussi, mais il se renversera sur une enveloppe. Et du coup, je n'aurai qu'une enveloppe à refaire. Il y a un dernier point. Je vous ai pris un processus où chaque étape dure 10 secondes. Donc c'est très rapide. Mais on a des process dans le BTP où on n'a pas des étapes de 10 secondes. On a des étapes qui sont beaucoup plus longues. Supposons qu'on prenne une étape de 10 jours. 10 jours, ça me fait 1000 jours pour faire tout mon process. 1000 jours, c'est à peu près un petit peu moins de 3 ans. C'est quand même bien l'ordre de grandeur de projets d'infrastructure et c'est même rapide pour un certain nombre de grands projets. Qu'est-ce qui se passe si, entre-temps, le client ne veut plus de mon produit? Il est passé de mode. Il s'est périmé. Eh bien, dans un cas, je vais devoir attendre 1000 jours ou 810 jours pour voir la réaction de mon client face au produit. Dans l'autre cas, au bout de 50 jours, je saurai que le produit ne répond pas à la demande. Et en plus, si je travaille par lot de 20, j'ai un encours, un work in progress, j'ai une immobilisation, un encours plutôt, très conséquent. Puisque à chaque étape, j'ai mes 20 enveloppes, mes 20 lettres, etc. Alors que dans l'autre cas, je pourrais imaginer, pas si ça dure 10 secondes, mais si ça dure 10 jours, d'acheter mes enveloppes une par une, par exemple. Il faut bien comprendre que les exemples que je vous ai donnés, évidemment, on ne les retrouve pas à l'identique dans le secteur de la construction. Mais on les retrouve quand même. Sur ce dernier exemple, pourquoi est-ce qu'on n'est pas sensible au sujet de l'encours? Est-ce que vous savez pourquoi, dans le BTP, on se fiche complètement de nos encours? Et il y a une raison à ça, et c'est une raison fondamentale, et c'est une raison qui nous empêche de faire du Lean. Alors, oui, allez-y. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sensible? On facture sur situation. C'est-à-dire que tous les mois, on fait payer à notre client le travail qu'on a fait.
Travail qu'on a fait, qu'il soit nécessaire ou pas d'ailleurs, hein. Mais on travaille sur situation. On n'est pas payé par le client au moment où on lui délivre l'ouvrage. On est payé par le client tous les mois. On fait même mieux, on demande des avances. Alors ça, l'avance, c'est génial parce que vous touchez l'argent et vous avez intérêt à ne rien faire du tout ou à le faire le plus tard possible parce que vous êtes déjà payé avant d'avoir commencé à travailler. Si vous avez un petit peu travaillé dans des entreprises, vous savez ce que ça veut dire que de distordre un DQE. Mon premier patron sur un chantier m'a expliqué que dans un DQE d'électricien, le câble de terre, il coûtait très très cher. Et l'antenne de télévision, elle était cadeau. Pourquoi? Parce qu'il faut se faire payer au début et puis avoir l'argent. L'argent est toujours mieux dans l'entreprise que chez le client. Voilà. Donc on a une première vraie difficulté à faire du lean, c'est qu'on n'est pas du tout incité à livrer le plus vite possible notre client. Après ça, je vous ai cité quelques exemples, quelques problèmes de qualité. Alors, sachez que, moi, je voudrais vous citer deux exemples vraiment vécus et profondément vécus. Sur une opération, on avait un bardage, une isolation thermique par l'extérieur. Et donc, l'échafaudage était monté, il n'y avait pas de difficulté. Et le bardeur devait fixer des cornières sur la façade pour ensuite fixer des rails pour supporter le bardage. Donc, pour fixer ces cornières, il devait percer le voile en béton et installer une cheville qui viendrait... sur laquelle on viendrait fixer la cornière puis le bardage. Donc il a pris sa perceuse et le compagnon, l'ouvrier, est monté sur l'échafaudage, il a tracé exactement, parce qu'il faut être très précis, il a bien tracé les endroits où il devait, l'alignement de sa cornière, il a commencé à percer. Et il a fait tous les trous, il a tout percé. Puis après ça, il est venu, il a pris les chevilles. C'est des chevilles à frappe. C'est-à-dire c'est des chevilles qui... c'est des chevilles qui s'agrandissent quand on visse et qu'on tire sur la cheville. Donc c'est un système de chevilles classique pour le béton. Et donc il avait peut-être 1000 trous de fait sur la façade. Et il commence à installer les chevilles. Et évidemment, ça va très vite. Enfin, c'est long de percer des voiles en béton. Mais alors, par contre, installer des chevilles et des chevilles à frappe, ça va très très vite. Et malheureusement, les chevilles avaient été prises 2 cm trop longues. Ce qui fait que quand il a fixé les chevilles, de temps en temps, il a fait éclater le parement intérieur du béton. Et on s'est retrouvé avec tout l'intérieur de notre façade, toutes les pièces à l'intérieur, avec des éclats de béton et la cheville qui était apparente. En soi, la cheville, elle tenait très bien, ce n'est pas le sujet. Par contre, il a fallu reboucher tout ça et réenduire tout ça. Alors, le peintre n'était pas encore passé, mais quand on est en isolation par l'extérieur, évidemment, le parement, il est fini. Le parement intérieur, il est fini. Enfin, il est réputé fini, c'est-à-dire que le béton est propre et qu'on vient faire juste un enduit de peintre, un enduit plâtre, avant de peindre. Et il a massacré toute la façade parce qu'il a été extrêmement vite. Mais s'il avait fait un trou, je pose ma cheville, un trou, je pose ma cheville, etc., le deuxième jour, quelqu'un aurait été lui dire « Mais attends, regarde, là, il y a un truc qui se passe. » Mais comme il avait mis 4 semaines à percer tout et 48 heures à mettre toutes les chevilles, parce que ça va beaucoup plus vite, il nous a créé un sinistre colossal à l'échelle de son intervention. Alors, dans le BTP, on a souvent tendance à dire que nos ouvrages sont uniques et qu'on est de toute façon parfait, puisqu'on ne travaille qu'à la commande. Et personne, il viendrait à l'idée de personne
de commencer un ouvrage sans que son client lui ait passé un marché et lui ait donné un ordre de service. Donc, c'est fantastique, hein. Si vous regardez ça en termes de Lean, nous, on ne travaille qu'à la commande. Donc, One Piece Flow, on prend les ouvrages un par un. On ne va pas construire le deuxième bâtiment si le client nous a acheté que le premier. Et il faut qu'on trouve des façons de voir le flux à une autre échelle et à l'échelle du chantier. Je vous propose une petite analogie par rapport à la chaîne d'assemblage, une chaîne d'assemblage. Alors, si tu peux... Merci. Ah non, excuse. Non, mais c'est très bien. On va rester un instant sur le petit diagramme de la maison du TPS. Vous voyez dans le pilier gauche du juste à temps, les trois notions de takt time. Je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu, même si c'est très lié, mais voilà. Le flux continu et le pull system, c'est-à-dire le flux tiré. Donc on est sur ce pilier juste à temps de la maison du TPS. Si maintenant on regarde très schématiquement une usine de production, une chaîne de production, sur une chaîne de production, il y a différents postes. Et les ouvriers sont présents à chaque poste et ils font la même action à chaque poste. Et c'est le produit qui se déplace le long de la chaîne de production. Alors, il peut se déplacer sur un convoyeur, il peut se déplacer sur un tapis roulant, il peut se déplacer par des petits trains, des chariots, il y a plein de solutions. Mais dans le principe, c'est le produit qui se déplace et qui passe par les différents postes de production. Donc, je vous ai symbolisé ici ce que... c'est pas exactement ce que j'imagine être une usine automobile, parce que c'est très intéressant d'aller visiter une usine automobile. Vous voyez une productivité que vous ne voyez pas, que vous ne rencontrez pas sur un chantier. Donc on a là un objectif que l'on peut se fixer et un sacré challenge à relever. Mais voilà, la voiture se déplace le long de la chaîne de production et passe par les différentes étapes. Et à la fin, quand elle est complètement à droite de mon schéma, on peut imaginer qu'elle est en train de partir chez le client. Il faut arriver à regarder le chantier comme une chaîne de production. Mais dans cette chaîne de production, on a par exemple des appartements. Et évidemment, la caractéristique de l'immobilier, c'est que c'est immobile. Donc on ne va pas faire se déplacer les appartements. Et du coup, si ce ne sont pas les appartements qui se déplacent, ce sont les ouvriers qui se déplacent. Et à chaque étape, à chaque tact, vous voyez, T+1, à chaque tact, on rêverait que tous les ouvriers se décalent dans l'appartement d'après. Alors ça suppose plein de choses. Ça suppose de définir un ordre, ça suppose de définir l'étendue de la surface qu'on donne à un ouvrier ou à une équipe ou à un corps de métier. Et si vous regardez un tout petit peu ce schéma par rapport au précédent, vous voyez que sur ce schéma, j'ai mis 3 ouvriers, 3 corps de métier. Donc celui qui est le plus à droite avec sa brouette, on peut imaginer que ce soit le maçon. Ensuite, celui qui a un établi, on peut imaginer que ce soit un menuisier. Et celui qui a un pot de peinture, ce sera assez naturellement le peintre. Sur l'autre schéma, j'étais capable de faire rentrer facilement 4 postes de travail. Là, on a plus de mal. On a plus de mal parce qu'on a besoin de garder une zone tampon, un buffer, entre les postes de travail. Et c'est là-dessus qu'on travaille. On travaille à réduire ces buffers. On travaille à améliorer la mise en flux sur les chantiers. Et ça tombe bien, c'est parce que c'est ce dont on va parler. Et je pense que, Philippe, je vais te passer la parole. Enfin non, pardon. C'est à toi. Merci. Est-ce que on prend les questions maintenant ? Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, c'était super clair.
D'abord, merci Jean-Baptiste pour toutes ces explications et ces process. Ça fait aussi plaisir de voir que dans le monde de la construction, on va voir ce qui se fait dans l'industrie, qui est un modèle, et qui ne nous vient pas d'Europe ou d'Occident, mais plutôt d'Asie. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, en Asie, dans le bâtiment, dans le monde de la construction, ils ont quand même réussi à processer beaucoup, comparativement à nous. Et donc, c'est toujours très intéressant d'entendre ça. C'était aussi intéressant d'entendre les raisons pour lesquelles il y avait des freins, enfin, quelques freins notamment, sur le financement de l'entreprise, hein, la façon dont elle facture et elle perçoit l'argent. Et la question que j'avais, c'était comment aujourd'hui, chez Paris West Construction, vous faites, est-ce que vous arrivez à quelque chose qui vous satisfait ou qui est dans le sens de ce que vous souhaitez? Alors, j'ai un confrère qui disait quand je me regarde, je m'inquiète, quand je me compare, je me rassure. Mais on aimerait être beaucoup, beaucoup plus performant qu'on est aujourd'hui. Maintenant, il faut quand même reconnaître que on est beaucoup plus performant qu'on était il y a 10 ans. J'ai deux exemples. Enfin, je vais surtout en citer un. Vous savez que on accueille cette année les Jeux Olympiques à Paris, à Lille, à Marseille et partout en France. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, à peu près tous les ouvrages ont été inaugurés. Beaucoup. D'accord ? Le village olympique a été inauguré. Il a été inauguré à l'heure, avec 6 mois d'avance sur le délai, sur le délai olympique, enfin sur la date de démarrage des JO. On n'a pas des palissades qui sont là pour cacher les chantiers pas finis. Beaucoup d'ouvrages olympiques, la piscine, etc. La piscine, parce que c'est le grand ouvrage, a été inauguré. Les choix qui ont été faits pour construire ces ouvrages ont été... Alors, je ne veux pas dire que on a systématiquement mis en œuvre des démarches Lean, mais je sais que nous avons fait un ouvrage, un immeuble de logement, hein, dans le village des athlètes, et c'est l'équipe la plus avancée en termes de Lean qui, chez Paris West, s'est vu confier cet ouvrage, ce qui a permis de réussir ce challenge, qui était un vrai challenge, puisque nous, on a travaillé sur Universen, qui est un des 3 villages. Et on était le dernier chantier à partir, et on a livré un peu avant les autres. Donc voilà, le challenge a été réussi. Alors à côté de ça, il y a aussi des points sur lesquels on peut progresser. C'est que quand on regarde la façon dont ces ouvrages ont été commandés, le promoteur les a commandés à l'entreprise, aux entreprises, pour le 30 octobre. Solideo les a commandés aux promoteurs pour le 31 décembre. Le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, les a commandés à la Solideo pour le 29 février. Et nous, on s'était organisé pour les livrer plutôt avec un mois d'avance. Vous voyez que tout le monde avait tellement peu confiance dans la fiabilité de ses partenaires que tout le monde a pris 2 mois d'avance pour tenir le délai. Alors, in fine, le délai est tenu. On a gardienné les ouvrages jusqu'au 29 février. On le savait, c'était pas officiel, mais on le savait. Mais voilà, je crois qu'on a, à travers ces ouvrages, une démonstration que quand on veut prendre l'organisation de chantier avec une vraie démarche d'anticipation, de résolution de problèmes, d'anticipation des problèmes, de collaboration, etc., on sait le faire et on sait réussir. Et je crois qu'on ne mesure pas aujourd'hui le succès que c'est pour l'ensemble de la profession.
Alors, on n'a pas le droit d'en parler, enfin, en tout cas, on n'a pas le droit de communiquer dessus. Hein. J'ai le droit d'en parler, mais vous ne verrez pas les anneaux olympiques sur un slide. Il y a des consignes très strictes, mais c'est quand même un beau succès, parce que l'histoire montre qu'il y a beaucoup de fois où les JO ont été un peu... Enfin, les plâtres étaient encore bien frais quand les épreuves débutaient. Merci. Alors, là, on va passer à l'étape d'après, c'est que tout ça, effectivement, s'est transformé en quelque chose d'adaptable au monde du chantier. C'est-à-dire que là, on commence à voir que ce qu'on appelle ici des stocks ou c'est des zones, hein, c'est du zoning, d'accord, hein, c'est ce qu'on appelle les micro-zones, d'accord, c'est-à-dire on travaille sur les plus petits espaces possibles. Hein, on parle de tact, donc on parle de wagons qui sont tous équilibrés au même temps. Donc là, c'était 10 secondes. Hein, et d'ailleurs, on parle après de délai. Là, on a un délai de 100 secondes. Là, c'est marrant, on l'a pas mis. Pardon, on a un délai là de 1000 secondes. Là, le délai, juste pour que vous voyez la performance, c'est quoi le délai pour avoir les 20 enveloppes? C'est 240 secondes. Pourquoi? Parce que je vais mettre 50 secondes à avoir la première, et après, je vais faire 190 secondes pour avoir les 19 autres. Donc, on est en train de comparer 1000 secondes à 240 secondes. Donc, il y a un réel impact sur le délai. La quantité de travail reste la même. Le temps unitaire, c'est-à-dire que si je fais ici combien de secondes à passer cette équipe-là à faire ce pliage, c'est pareil, c'est toujours les 200 secondes. Ils ont toujours le même travail. On n'a pas réglé la productivité. Ce qu'on a réglé, c'est le délai. Et donc, on se dit, tiens, effectivement, moi, c'est mon background, en fait. Hein, ça s'appelle du Lean and Flow Manufacturing, donc c'est mon vrai background. Et le premier tact planning, je crois que c'est en 2009 en France. Mais c'est quoi? C'est juste une analyse comme ça dans l'AREA, où il faut 5 mois pour réhabiliter un appartement. Vous savez ce que c'est que réhabiliter un appartement en RSO, hein, je fais les sols, je fais les peintures, enfin tu connais le truc, quoi. Hein. Et on avait regardé entre bonjour, on va commencer et au revoir, c'est terminé, 5 mois. À la fin, on mettait 7 jours. On se dit, bah ouais, mais qu'est-ce qu'on y a gagné? En fait, on y a gagné tous les encours qui sont au milieu et ça fait un délai beaucoup plus court à la fin. Donc, tout ça montre que derrière, pourquoi ça se généralise et pourquoi ça prend d'autres formes de planning, c'est parce que il y a un avantage assez important sur tenir des délais qu'on ne sait pas tenir d'habitude. Donc, on va l'utiliser parce que c'est les JO ou on va l'utiliser parce que c'est une résidence universitaire qu'il faut absolument livrer pour telle date ou telle date. Mais en réalité, on peut l'utiliser à chaque fois. Plus on va vouloir aller vite, plus ce temps-là, il va falloir qu'il se réduise. Et donc, plus ici, ça doit se réduire. Plus vous voulez aller vite, plus vous microzonez, en fait. C'est pas plus dur que ça, parce qu'à la fin, comme l'a dit Jean-Baptiste, sur le terrain, personne ne se marche dessus. Vous créez un espace de travail safe pour tout le monde. C'est juste, il est plus ou moins grand. Et donc après, il a fallu changer les approches planning, parce que la représentation du planning en Gantt, quand on commence à faire des appartements avec 30 tâches par appartement, sur 100 appartements, ça fait 3000 tâches. Sur un MS Project, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé sur des approches type géotemporel. Certains disent chemin de fer, d'autres disent time location base ou tact planning. Mais c'est uniquement pour ça, c'est-à-dire qu'il fallait changer la forme, simplement. Et là, on va arriver sur un cas concret qu'on va laisser, que Nicolas va présenter, où justement, il y a eu nécessité de mettre en place un flux. Merci Fabien.
Donc, je vais vous présenter le cas de l'Allée du Paradis, une belle résidence sous le chaud soleil d'Aix-en-Provence, je crois. Donc une opération promotion immobilière, encore d'états séparés. Donc je me présente, moi c'est Rémi, donc je suis OPC. J'ai fondé ma société OPC au carré plus, gage de mon sérieux, de mon engagement auprès de mes clients pour garantir à chaque fois des délais tip-top, n'est-ce pas? Et je suis le pilote donc, de cette opération. 258 logements, 88 logements en accession et 70 logements sociaux, une opération mixte comme on en fait aujourd'hui tout le temps. Vous voyez, donc ça c'est plutôt les logements en accession. Et puis à l'arrière du terrain, on a des R+8, R+9 pour les logements sociaux. Je vais vous montrer ça sur le plan masse. Donc là, on avait plutôt une vue sur le devant, sur les bâtiments AB. Et puis, vous voyez, donc il y a en vert les logements sociaux, en bleu les logements en accession. 7 bâtiments, A, B, C, D, E, F, G. Un chantier à 2 grues, mais on ne va pas trop parler du gros œuvre, on va plutôt parler des corps d'état secondaires. Et donc la belle contrainte de ce projet, c'est qu'il y a déjà un contexte un peu local. C'est que le maire, il a acheté un logement pour sa famille dans cette résidence, n'est-ce pas? Alors qui signe un peu le renouveau de la commune, hein, c'est un village à côté d'Aix. Et on doit livrer le projet en 31 mois. Et c'est vraiment, plus que le délai, quoi. C'est la date qui est importante parce que faut que le maire puisse rentrer dans cette belle résidence, qu'il puisse inaugurer avant la période de neutralisation du code électoral. Enfin, tout ça, il y a tout un enjeu là. Il faut vraiment tenir ce délai. Et puis le problème, c'est qu'il y en a une petite démolition à faire. Puis on a trouvé des, vous savez là, ces fameuses chauves-souris à oreilles jaunes là, en voie de disparition, n'est-ce pas? On a arrêté le chantier. Il a fallu trouver une solution pour déplacer les bestioles, n'est-ce pas? Ça, c'est bien normal. Et donc, on avait un planning enveloppe en 31 mois, comme je vous l'ai dit. On commençait par 3 mois de démol, terrassement. Après, on avait du gros œuvre, un peu de chevauchement avec les corps d'état secondaires, parce que dans les tours les plus hautes, on va faire des redos provisoires pour pouvoir démarrer avant. On a des VRD, espaces verts à la fin. Puis on a un process promoteur de 3 mois d'OPR, OPL, livraison client. Donc mes 31 mois se répartissent en 3, plus 12, plus 13, plus 3, vous voyez. Si je supprime les périodes de chevauchement entre gros œuvres et corps d'état secondaire. Et puis la réalité, c'est que le retard à stade, au bout de 3 mois, j'ai 3 mois de retard, puisque j'ai dû déplacer nos amis. Alors là, je me dis, je vais voir mon client, et mon client, en fait, il me dit, Rémi, la date de fin, elle ne change pas. Hein. Je dis, comment ça? Non, on vient de perdre 3 mois, il faut forcément qu'on négocie le planning. Il dit, non, il faut absolument que tu tiennes cette date de fin, donc... contraint et forcé, j'ai plus 31 mois, j'ai 28 mois pour faire le chantier. Donc pour faire mes 158 logements, démolition et terrassement compris. Pas trop de marge de manœuvre sur le gros œuvre, qui est une entreprise locale, très très bien, mais c'est pas elle qu'on m'a demandé des efforts forcément pour accélérer. C'est déjà engagé sur un planning ambitieux. Donc pour respecter, il a fallu trouver des marges de manœuvre. Et les marges de manœuvre, si vous regardez le planning, on peut les trouver que sur les corps d'état secondaires finalement. Et là, j'ai cherché des solutions, j'ai regardé sur Internet, et j'en ai trouvé une, le Lean Construction. Alors moi, ça m'a parlé tout de suite, parce que je faisais déjà ça, quoi. Enfin, à peu près, quoi. J'ai déjà ça en tête, quoi. Le flux. Ouais, c'est ça. Dans le mail aussi, je t'avais mis celle dans le mail du début, là. Donc moi, ça m'a parlé, quoi. Je faisais déjà, sans le savoir, quoi, comme certains d'entre nous dans cette salle. Après, j'ai vu qu'il y avait une méthode quand même complète à appliquer. Bon, moi, ça m'a aidé un peu à structurer ma pensée, ma méthode sur le sujet. Donc, j'ai potassé. Hein. J'ai bien potassé. Et puis, j'ai décidé donc d'appliquer cette méthode, donc scrupuleusement. Donc, Fabien en a parlé. C'est Butillon aussi. Donc, j'ai microzoné l'espace. Alors, j'ai identifié mes flux. Bon, c'est une opération de logement. J'ai microzoné mon flux logement en logement. 158 logements, en fait, ça correspond à 188 unités de production. Vous savez, parce que les T4 et les T5, on va dire qu'ils comptent double. Parce que souvent, il y a 2 salles de bain. Ce qui fait le rythme, l'avancement, c'est le nombre un peu de noyaux, de pièces humides qu'il y a à l'intérieur d'un logement. Donc, j'ai une série, 188 unités à produire. Donc, on va se concentrer sur ce flux logement, qui n'est pas le seul flux du chantier, mais voilà un peu mon plan type. Donc, j'ai cartographié l'ensemble des tâches pour faire mon logement de base. On peut raisonner sur un T3, souvent, quand ils sont répartis correctement. Vous prenez la surface utile, vous divisez par le nombre de logements. Ça donne à peu près
un 3 pièces. Donc on réfléchit sur le 3 pièces pour déterminer les temps unitaires. Et puis j'ai fait ma séquence. Donc, alors les colonnes, je les ai microzonées à l'étage, mais après, tout ce qu'on peut microzoner au logement, j'ai microzoné au logement. Donc les cloisons première pot, les incorps pot, deuxième pot, localisation faïence, on localise, on fait un repérage là où il ne faut pas peindre, parce qu'on va poser du carrelage et de la faïence, ça ne marche pas bien avec le DTU. Après, on a fait les bandes. Le spec, c'est l'étanchéité de la douche, re-incorpo, équipement, on a fait l'échappe. Faut que ça sèche, l'échappe. Pendant que ça sèche, on essaie de gagner un peu de temps, on fait les GS, les enduits, la première couche de peinture, ponçage impression, première couche au plafond. Après, on attaque le carrelage. Donc à chaque fois, sur l'étiquette en haut, vous avez le nombre de jours de la tâche unitaire par logement, et puis l'équipe. Faïence, les tapés, boiseries, etc. Enfin, vous voyez, peinture, parquet, nettoyage. 47 jours. 47 jours pour produire mon logement. Donc 47 jours pour produire mon logement. Ensuite, j'ai mon process d'OPR livraison. Donc ma séquence type, en fait, alors sous un planning de Gantt, pour le coup, elle s'écrit assez simplement comme ça, pour bien la comprendre. L'enchaînement de mes tâches. Okay. Alors je suis confiant, là on commence à ressourcer, enfin je vois bien l'enchaînement, j'ai les effectifs, j'ai les durées de tâches vérifiées sur le chantier, donc on est sur des temps secs, hein, et on va essayer de mettre en flux tout ça, toute cette activité. Donc déjà je regarde aussi l'ordonnancement un peu des bâtiments, comment mon flux il va progresser sur le chantier, donc en fonction aussi d'une optimisation avec le gros œuvre, donc gros œuvre corps d'État, hein, voir comment on va pouvoir mettre à disposition le plus rapidement possible des entreprises corps d'État le démarrage. Alors j'ai plutôt opté pour un flux logements sociaux et un flux accession, puisqu'on a deux gammes un peu de production différentes. J'ai déterminé ce phasage, donc je commence à avoir une bonne idée de comment s'organise mon chantier, comment mon flux va parcourir, comment mes deux petits trains vont parcourir les bâtiments. Tout ça, c'est raccord avec le planning. Et du coup, je vois que mon chemin critique, il passe plutôt par les logements sociaux qui sont des R+8 et R+9. Donc le chemin critique passe par là. Et ça, bon, l'optimisation que je dois trouver, c'est, comme je vous le disais, il faut que je trouve 3 mois sur la compression des corps d'État secondaires. Donc pour passer à 28 mois, il faut que je réduise les 13 mois à 10 mois. Ok, donc possibilité de démarrer avec un hors d'eau provisoire dans la tour, ok. Il me reste alors 10 mois. 10 mois, soit 170 jours ouvrés pour faire les 88 logements de mon flux logement social. Alors j'ai fait ma mise en flux, j'ai calculé mon rythme, j'ai un amorçage de 47 jours. Après, ce que j'aime bien, c'est quand j'ai fini les logements sur un niveau, j'aime bien avoir fini les logements, garder un petit temps, 5 jours pour finir les circulations, c'est-à-dire la peinture, sans être gêné par des gens qui rentrent et qui sortent dans les logements. Donc j'ai un dépassement, c'est ce qui figure sur le petit schéma, pour finir mes circulations. J'ai un autre dépassement pour finir le hall. Quand le hall est fini, c'est aussi bien qu'il n'y ait pas de flux ou d'ouvriers qui passent dans le hall, etc. Et avec un rythme de 1 logement jour, je calcule, c'est à peu près la formule mathématique la plus aboutie de notre exposé, je calcule mon temps de traversée. Hein. J'ai un amorçage de 47 jours. Donc le premier logement, je l'ai au bout de 47 jours. Ensuite, j'en produis 1 par jour. Donc j'en ai déjà produit 1, il m'en reste 87 à produire. Je divise par mon rythme, 87 par 1, 87. J'ajoute mes 5 jours de dépassement circulation, mes 10 jours, j'arrive à 149 jours ouvrés. 149 jours ouvrés de corps d'État secondaire. Premier logement produit au bout de 147 jours, le 88e au bout de 149 jours. Ça vous va? C'est bon OK pour tout le monde? Ouais. Voilà, donc mon planning ensuite, je vais pouvoir... alors j'ai même la bonne surprise, c'est que j'ai même un mois de buffer. C'est-à-dire qu'à 149 jours, par rapport à un temps d'ouverture de 170 jours, j'ai 21 jours de gratte pour moi, enfin de gratte, ouais, de sécurité, quoi. Tu vois? Buffer, ça c'est important. Donc j'ai un mois de buffer, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors tout ça, je l'intègre grâce à des outils magiques dans un beau planning. Donc vous voyez bien la mise en flux par bâtiment. Une couleur, un sous-traitant, etc., quoi. Donc la mise en flux, ce qui peut être microzoné au niveau, en bleu c'était la plomberie, si vous vous rappelez, ce qui doit être microzoné par logement, etc. En rose à la fin, c'est mon processus d'OPR-OPL. Donc je bâtis mon planning. Donc mon flux logements sociaux à droite, mon flux qui est mon chemin critique, mon flux accession à gauche.
J'ai rattrapé mes retards et en plus j'ai un mois de buffer. Donc du coup, bon, ça c'est une autre présentation, hein. On peut présenter par lot ce qui se passe dans chacun des bâtiments. Donc là je vais pouvoir piloter très précisément le démarrage des tâches de chacun dans le bâtiment. Enfin ça offre une vision effectivement, si on mettait ça en Gantt, on aurait un pavé de 60 pages et 3000 lignes. Très compliqué à lire. Là j'ai un truc très visuel. Du coup je vais voir mon client, je lui montre tout ça, je lui dis voilà, moi j'ai bien travaillé. Vous avez vu, super. J'ai rattrapé le temps perdu, j'ai refabriqué un petit buffer. Donc je lui présente le planning terminé, je lui explique. Il a tout compris, hein, ça lui a vraiment parlé. Et il a réfléchi, il m'a dit ouais, non, c'est super ton truc, parce que là on vient de regagner les 3 mois de perdu, on a un mois de buffer. Mon bilan promoteur, moi, il n'est pas dégradé, je vais livrer à l'heure, le maire va être content, je pourrai aller négocier d'autres permis avec lui. Les acquéreurs rentrant dans leur appartement à l'heure prévue. L'image de marque, c'est important hein, aujourd'hui avec les réseaux hein, pour les promoteurs. Avant, ils s'en foutaient peut-être plus un petit peu, mais aujourd'hui, c'est très important. Et puis, je devine bien que la maîtrise de l'ordonnancement des tâches, avec la mise en flux, ça doit contribuer à une meilleure qualité. Donc pareil, image de marque, expérience acquéreur, ça c'est important. Et puis en même temps, dans tout ça, je pressens bien effectivement qu'il y a des gains de productivité quoi, à la clé. Quoi. Si on met en flux, c'est sûr que les entreprises... elles apprennent, elles corrigent les défauts, il y a un apprentissage, il y a une courbe d'apprentissage qui se fait mieux, il y a un respect mutuel des ouvrages parce que l'ordonnancement est maîtrisé, donc il n'y a plus de conflits sur le chantier, on est plutôt dans favoriser la coopération entre les entreprises. Donc il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à, donc taille-daille, on y va, quoi. Et là, 28 mois plus tard... Ouais, déjà, on peut t'applaudir parce que l'exploit de regagner 4 mois, quand même, c'est pas rien. Hein. C'est quand même le champion du monde, quoi. Enfin, bravo Rémi. C'est clair. Non, c'est Rémi, pardon, c'est pas clair. C'est clair, Rémi. Donc, bravo, ça y est, on a gagné, quoi. En plus, avec un mois de buffer, comment on pourrait rater un truc aussi facile, pratiquement? Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Parce qu'on a fait face à plein de problèmes. Mais des problèmes, il y en a eu, mais vous pouvez même pas imaginer. D'ailleurs, on va vous demander de les imaginer dans 3 minutes. Hein, d'accord ? Qui font que là, aujourd'hui, on devrait avoir livré, mais on annonce au moins 3 mois de retard. Et je suis même pas sûr on est en aquaplanning. Enfin, et on annonce 3 mois, mais on y croit à peine nous-mêmes, quoi. Hein. Donc voilà, on a dépassé le délai, donc ça marche pas, quoi. Donc ça marche pas, hein. Enfin, on refera pas. Pourtant, Jean-Baptiste nous a dit que lui, il l'avait fait sur... il devait avoir un coup de bol. Enfin, ouais, ça devait être plus facile. Parce que là, c'était quand même super compliqué, ce projet. Enfin, je sais pas si tu as vu, Jean-Baptiste, excuse-moi, c'est pas le village olympique. Là, on était quand même sur du high level en termes de... Par rapport à... Enfin, il y a les bons et les moins bons projets, ça s'adaptait pas, quoi. Enfin, je pense que c'est un peu tout ça qui se passe. Hein. Pour tous ceux qui ont vécu ces situations-là, hein, sur les... Donc, écoutez, je pense que notre atelier, c'est réussir sa mise en flux. Donc, il ne faut pas qu'on se raconte des carabistouilles. C'est pas parce qu'on a fait un bon planning. Ce matin, c'était le gars le gars de l'ASSO qui disait planifier c'est bien, mais ça se passe jamais comme on a décidé. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc c'est pas parce qu'on a fait un bon planning que c'est fini. Donc maintenant, ce que je vais vous demander, je vais vous distribuer des post-it. Désolé pour le stéréotype, on va bosser avec des post-it, mais pour collaborer, c'est quand même pas mal. Et vous allez imaginer avec votre expérience qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et vous allez écrire, voilà le problème qu'on a, voilà le problème qu'on a rencontré, et puis quel a été l'impact. Pour vous aider, je vous donne 2 exemples, hein, comme ça, vous voyez, c'est... Ouais. Enfin, c'était où le projet? À Annecy? Il neige jamais à Annecy. Aix-les-Bains? Il neige jamais là-bas. Non, jamais. Hein. Bon, il a neigé cette année. Pas de bol, quoi. Alors, on n'a vraiment pas de bol, il a neigé, quoi. On a perdu 2 semaines. De toute façon, on a pris un carreleur, on savait qu'il allait pas très bien, il n'était pas très cher. Mais lui, il a fait faillite pendant le projet. Ça s'est arrêté pendant 4 semaines.
Il n'y avait personne. Alors, on a bien essayé de demander à Philippe s'il voulait poser du carrelage le week-end avec sa famille, mais ils n'ont pas voulu. Donc voilà, lâchez-vous. Lâchez-vous. Tout ce que vous avez en tête sur voilà ce qui empêche d'eux, lâchez-vous. Je suis sûr que vous avez plein d'autres idées, donc je vais distribuer des post-it. La règle, c'est quoi? Vous écrivez, on essaye de se mettre la charte comme ça, vous gardez vos post-it, et après, vous viendrez juste écrire votre prénom, là, et vous aurez chacun une ligne. Et après, on va collecter, et chacun mettra son post-it, et puis quand quelqu'un dira « moi j'ai ça », ben, il collera le même post-it sur la ligne. D'accord? On va se mettre, après on va rassembler, et on va faire ça. Donc, je vous distribue des post-it. Allez-y, on fait passer. Bon, il n'y a pas de code couleur. Voilà. Allez-y, passez-vous des post-it. Et puis, imaginez ce qui a bien pu se passer. Voilà. Moi, je vais me faire ma ligne. Hein. Désolé, je la mets en haut. Si vous voulez venir mettre vos prénoms. Ta ligne. Je suis sûr que c'était à cause de la SNEF. On leur avait donné le contrat, mais ils ne sont pas venus. Quand même. Ah, t'étais pas là, c'est pour ça. Ouais, comme ça, une idée. Enfin, on a perdu 2 semaines, on a perdu 2 mois. T'en fais pas, personne ne va venir contrôler. Hein. Tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Ouais. Tu veux pas les écrire sur une tablette? Enfin, t'es digital, toi, c'est ça? Ah, c'est sûr que ça doit te brûler les mains. Hein. Tiens, tu veux voir le stylo, il est où pour... Ah bah, ouais, tiens. Bah, tu te mets où tu veux. Tiens, regarde. Voilà, c'est ta ligne. Ah, vous avez le droit à plein de post-it. Hein. Tout ce qui vous arrive est...
Est-ce que quelqu'un a du scotch? Est-ce que quelqu'un a du scotch pour scotcher les post-it? Bon, a priori, c'est Pedro qui a plus de problèmes sur ces chantiers. Oui, mais en plus, il faut les déplacer, mais on va se débrouiller, on va se débrouiller. C'est pour ça qu'il y avait celui-là, en fait. Ça peut arriver le deuxième. C'est daté quand c'était 2019, excuse-moi, c'était pas ça encore. 2020. Bon, en tout cas, je vois que vous avez des problèmes. Il faut qu'on en parle. En fait, c'est à 16h30 et je vais vous proposer quelque chose. C'est qu'on fasse un petit break de 10 minutes pour aller boire un petit café, on l'a mérité. Et puis après, on va faire nos dernières 3 quarts d'heure ou une demi-heure ensemble. OK ? On fait un petit break, ça vous va ? Ben voilà, c'est parti.
C'est un peu de la merdouille. Café ?